Je vais vous lire quelques extraits de mon dernier polar, Grève sauvage, paru aux éditions luxembourgeoises Crime.lu. Mais tout d'abord, la quatrième de couverture. Un rein conditionné dans les règles de l'art. Entre guillemets, prêt à l'emploi. De mystérieux hélicoptères, toujours la nuit, toujours vers le nord-est, toujours vers le Luxembourg. Un corps lesté de plomb. Un, entre guillemets, établissement de soins. Un puzzle humain, une intrigue en puzzle. Un migrant dont on a perdu la trace. Et quelques jours seulement pour sauver une policière sur le point d'être sacrifiée. Que diable se passe-t-il à Audiomont? À Rumelange? Qu'est-ce qui relie ces deux localités? Et Serein? Chapitre 1er. Till força le verrou d'un vigoureux coup de pied de biche et ouvrit le couvercle de la malle. Deux glacières souples, bleues, soigneusement scellées par des colliers de serrage en plastique, s'offrirent à sa vue, pourvues d'une étiquette. Till ajusta ses lunettes, se pencha, déchiffra. Sa vue se brouilla, son cœur s'arrêta. Il ne s'était pas attendu à ça. Chapitre 3. Till ouvrit un œil, puis deux. L'obscurité régnait dans la pièce. Juste un mince ray de lumière tout en bas de son champ de vision. Il avait mal à la tête, derrière le crâne plus précisément. Ses jambes lui faisaient mal, la droite pliée à l'équerre derrière son postérieur, la gauche bizarrement tendue, comme s'il avait voulu shooter dans un ballon. Sa main gauche enserrait mollement son cou, l'air de vouloir retenir un cri. Il se souvenait vaguement d'un vague cauchemar, d'une vague vision, d'un vague truc étrange qui l'avait fait sombrer dans l'inconscience. On l'avait assommé? Il s'était violemment heurté la tête à quelque chose? La bosse qui le martyrisait au contact du sol parlait en faveur de l'une de ces hypothèses. Il réalisa que c'était son bras droit qui lui barrait la vue, ou qui protégeait son visage d'un danger. D'une nouvelle agression? Il était terrorisé à l'idée de ne plus se souvenir de rien, pas même de l'endroit où il était. Il avait subi un choc violent, c'était sûr. Pourquoi, quand et où, et surtout qui? Impossible de remettre un semblant d'ordre dans ses idées. Il tendit l'oreille. Pas un bruit. Il tenta de percevoir un semblant d'embryon de vie autour de lui. Rien. Le vide sidéral, le silence abyssal. Il esquissa un mouvement timide, craintif, pour ne pas attirer sur lui l'attention d'un mauvais esprit qui n'attendait peut-être juste qu'il reprenne les siens pour s'en prendre à lui. Pas de réaction. Une image s'esquissa devant ses yeux, une image qui peinait à s'affirmer, une image qui l'empêchait plutôt de se concrétiser dans son esprit, qui émergea malgré tout. Il comprit soudain, il se souvint. Il n'était pas seul dans la pièce, ils étaient deux, enfin, presque. Chapitre 4. Vous avez trouvé les reins? Eh bien, faites-vous plaisir, mon ami. Avec une petite sauce madère, c'est sublime. Ma femme en fait, puisque je vous dis que ce sont des reins humains, haleta-t-il dans le téléphone. Des organes humains, des morceaux de cadavres. C'est pourtant clair, non? Gardez pour vous vos recettes de viandard, putain. Le policier tout sauta. L'homme était incontestablement excité, certes, mais il ne semblait ni ivre, ni sous l'emprise d'une drogue quelconque. À moins que ce ne soit un fou. Excusez-moi, mais comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agit d'organes humains? Vous dites avoir acheté aux enchères la camionnette d'un... C'est écrit dessus, sur des étiquettes, combien de fois devrais-je le répéter? Mais nom de Dieu, je fais quoi, moi, avec ce truc? Dans la foulée, Till lui débita son nom et son adresse pour être crédible. Le gendarme fut définitivement convaincu que son interlocuteur avait toute sa tête et qu'il n'avait pas pris un mauvais trip, avec hallucinations et tout le tremblement. Il se saisit de la radio et alerta ses collègues sur le terrain. Une voiture de patrouille arrive tout de suite, monsieur. Gardez votre calme. Elle arrive de suite. Je reste en ligne avec vous jusqu'à son arrivée. Ne touchez à rien, surtout. Allô? Allô? Bruit de déglutition. Raclement laborieux de gorge. Respiration hachée.
Vous êtes encore là, monsieur? Allô? Un râle lui répondit, étouffé, contenu par ce qui pouvait être un flot de bile et de glaire, ou un étranglement. Vous êtes blessé, monsieur? Un choc sourd, précédé d'un gémissement, un corps qui s'effondre sur le sol, le silence. Le gendarme sentit le sang refluer dans son corps. Et si le bonhomme était en train de lui claquer entre les doigts? Il saisit un autre téléphone, composa le numéro des pompiers, aboya l'adresse de son correspondant au cadavre en puzzle. Urgence, les gars, le mec est peut-être en train de claquer. Dans l'autre téléphone, c'était toujours le silence. De temps à autre un gémissement, un râle. Le gendarme fit ce qu'on lui avait appris à faire devant une personne inconsciente. Enfin, presque. Lui ouvrir le col, la mettre en position latérale de sécurité, enlever dentiers, lunettes et autres prothèses potentiellement dangereuses. Au téléphone, mission impossible. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, monsieur, on arrive très bientôt. Monsieur, restez avec nous, surtout, répondez-moi. Silence angoissant, gémissement, balbutiement, et enfin, le ululement lointain des sirènes de 2 voitures de police, des portières qui claquent, des bruits de pas pressés sur du gravier, un poing qui cogne à une porte, une sonnette qui s'égosille, un flic qui s'exclame « Le garage, là, c'est ouvert !» Bruit de cavalcade de plus en plus net, qui s'engouffre dans le garage, piétinement, qui s'arrête net. Un homme à terre, constata le brigadier Neveu. Antoine et Wilfried, prenez-le en charge. Faites gaffe, il semblerait qu'il se soit pris un coup de pied de biche. Julien, tu balises les lieux. Je m'occupe des relevés et coordonne les secours. Il se pencha au-dessus de la malle pour en évaluer le contenu et poussa un juron de surprise. Ben merde alors, s'exclama Antoine qui avait regardé par-dessus son épaule. Mais c'est immonde ces trucs. Quel taré a bien pu. C'est quoi ce truc, c'est extraordinaire, l'interrompit Julien. Le brigadier Neveu se pencha de nouveau au-dessus de la malle et lut d'une voix blanche les informations écrites sur une étiquette. Les 4 flics restaient pétrifiés par leur découverte. Ils en oubliaient l'homme qui gémissait sur le sol. Plus tard dans le livre. Anne-Laure ouvrit les yeux. Elle les referma aussitôt, éblouie par la lumière. Elle avait dû oublier de fermer les volets. Elle avait la tête lourde et un drôle de goût dans la bouche. Elle passa sa langue pâteuse sur ses incisives. Ses lèvres étaient rêches. Mais qu'est-ce qu'elle avait bien pu foutre pour être dans cet état? Elle voulut tâter sur son oreiller à la recherche d'un mouchoir. Mais c'était quoi cet énorme oreiller, sur une tête de lit qui plus est inclinée? Elle se redressa d'un bond en ouvrant grand les yeux pour aussitôt s'effondrer au creux du lit. Les événements de la veille, pourquoi de la veille d'ailleurs, il ne s'était peut-être passé que quelques heures, lui étaient revenus avec la puissance d'un boomerang. Le grand mec avait dû l'anesthésier et on l'avait ensuite transporté dans cette chambre. Elle se souvint alors précisément de la dernière phrase qu'elle avait entendue. « Madame Belin est souffrante, veuillez lui donner une chambre dans notre aile VIP. » « Putain, mais c'est pas vrai, dites-moi que ce n'est pas vrai, pas l'aile VIP !» hoqueta-t-elle paniquée. L'aile VIP, où l'on pratiquait des transplantations illégales, où atterrissaient les organes des migrants pour y être transplantés, l'aile interdite. Elle avait pénétré dans le lieu le plus sacré, le mieux gardé de cette mafia, là où s'accumulaient les preuves de son ignoble trafic. Jamais elle n'en sortirait vivante. « Je vois avec plaisir que vous êtes réveillée, madame Belin. » Anne-Laure fit un bond. Elle n'avait pas entendu la porte s'ouvrir dans son dos. « Je suis désolé de vous avoir fait peur, veuillez m'en excuser. » L'homme était vêtu d'une blouse blanche de médecin et un stéthoscope complétait le tableau du parfait praticien bienveillant. « Approchez-vous et mettez-vous face à moi, s'il vous plaît. »« Allez, approchez, je ne vais pas vous manger. Je dois juste vous ausculter pour faire le point sur votre santé. »« Il y a combien de temps que je suis ici ?»« Ne faites pas l'enfant, voyons. Bien, les bras le long du corps, comme ça. C'est parfait. Taille et poids, je vous prie. »« J'ai dormi longtemps, toute une nuit ou juste quelques heures ?»« Votre taille ? 1,65 m. Parfait. Votre poids maintenant ? 58 kilos. Le médecin la regarda attentivement des pieds à la tête. Parfaitement proportionné. Votre âge ?
Depuis combien de temps suis-je ici? Mais dites-le-moi, nom d'une pipe, j'aimerais savoir. Vous êtes entre de bonnes mains et vous devriez en profiter pour vous laisser examiner. À votre âge, il est nécessaire de faire le point sur sa santé, vous savez. Votre âge? 50 ans dans quelques semaines. Ménopausée? Non. Faites-vous régulièrement des mammographies? Aucun souci de santé et aucun besoin de mammographie. Et puis qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je ne suis pas malade. Merde à la fin. On me retient ici comme une prisonnière. C'est ni plus ni moins qu'un enlèvement ce que vous faites là, avec séquestration. Laissez-moi partir. Pas de mammographie. Ce n'est pas très prudent, vous savez. Enlevez votre t-shirt, s'il vous plaît. L'homme s'approcha d'elle d'un pas lent, souleva le plus naturellement du monde le t-shirt d'Anne-Laure, découvrant un sein au téton dressé d'effroi. Ça me semble parfait. Le gauche, maintenant. Très bien. Satisfait de son examen, il autorisa Anne-Laure à remettre son t-shirt, s'assit sur la seule chaise de la pièce, ouvrit un dossier qu'il étala sur la table. Il énuméra toute une kyrielle de maladies, vaccins, symptômes et autres termes médicaux auxquels Anne-Laure devait répondre par oui ou par non. Problème néphrologique? Aucun? Très bien. Pulmonaire? Non plus. Très bien. Cardiaque? Idem. Diabète? Il remonta ainsi jusqu'aux yeux, exempts de problèmes et notamment de cataracte. Vous êtes en parfaite santé, conclut-il. Je m'en doutais, docteur, me voilà complètement rassuré, je vous en remercie, dit Anne-Laure décidée à entrer dans son jeu. Vous aviez raison, j'aurais eu tort de ne pas bénéficier de votre expérience. Dans ma spécialisation, la transplantation rénale, on n'est jamais suffisamment prudent. Anne-Laure blêmit. Sa spécialisation? Des problèmes néphrologiques? Aucun, très bien. Mais alors,